Salut. Aujourd'hui, on s'attaque à une section clé et souvent sous-estimée du CV étudiant, les langues. Comment on fait pour la rendre à la fois juste, honnête et surtout super percutante pour décrocher une admission à l'université ou une bourse? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Cette petite phrase « anglais niveau scolaire ». On l'a tous vue et peut-être même déjà écrite, pas vrai? Ça a l'air simple, anodin, mais en réalité, c'est probablement l'une des pires choses à mettre sur un CV destiné à l'enseignement supérieur. On va voir tout de suite pourquoi. Alors, pour que cette section devienne un véritable atout, voilà notre feuille de route. On va d'abord parler du fameux dilemme des langues, ensuite on verra les pièges classiques à éviter, puis on plongera dans la norme européenne, le CECRL, qui va tout changer. On enchaînera sur comment apporter des preuves concrètes de son niveau, et pour finir, une petite session de questions-réponses. C'est parti. Le grand dilemme, en fait, il est là. Comment être à la fois honnête sur son niveau réel et suffisamment précis pour que ça ait de la valeur? Parce que, soyons clairs, pour une candidature académique, le jury a besoin d'une seule chose, savoir si oui ou non on est capable de suivre des cours et de travailler dans une autre langue. Les approximations, ça ne passe pas. Ok, passons maintenant aux erreurs qui peuvent vraiment affaiblir un dossier. Ce sont des pièges dans lesquels beaucoup tombent, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on les a identifiés, on ne se fait plus avoir. Et là voilà, l'erreur numéro 1, celle qu'il faut bannir à tout jamais. Pour un jury d'université, niveau scolaire, ça se traduit par niveau assez faible et surtout aucune amélioration depuis le bac. C'est l'image d'une compétence stagnante et c'est tout ce qu'on veut éviter. Le deuxième piège est plus subtil car il a l'air moderne et design. Ce sont ces fameuses barres de progression ou ces petites jauges de couleurs. Ça peut sembler sympa visuellement, mais pour un CV académique, c'est une très mauvaise idée. Et je vous explique pourquoi. En fait, le problème est double. D'une part, c'est totalement subjectif. C'est 20% de quoi exactement? Personne ne sait. Mais surtout, le vrai chaos technique, c'est que la plupart des grandes écoles et universités utilisent des logiciels de tri automatique, les fameux ATS. Et ces logiciels ne savent pas lire les images. Résultat, la compétence en langue devient invisible, elle disparaît purement et simplement du dossier. Bon, alors, si on peut rien faire de tout ça, on fait comment? Heureusement, il existe une solution, une norme qui est la référence absolue pour tout le monde, le CECRL, pour cadre européen commun de référence pour les langues. Ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Le CECRE, c'est la seule référence qui vaille dans le monde académique. C'est une échelle standardisée qui va du niveau A1 à C2 et c'est le langage commun des recruteurs et des universités partout dans le monde. C'est donc cette norme qu'il faut impérativement adopter. Regardons ça de plus près. Les niveaux A1 ou A2, honnêtement, ça se mentionne seulement pour une troisième langue, pour montrer une ouverture d'esprit. À partir du niveau B2, ça devient sérieux. C'est le minimum attendu pour un bon stage ou un master. C'est le niveau où l'on peut défendre un point de vue. C1, on est autonome, capable de suivre un cours complexe, et C2, c'est la maîtrise totale. Mais attention, un détail crucial. Affirmer un niveau, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Pour les candidatures les plus sélectives, il faut le prouver. C'est là que le CV se transforme d'une simple déclaration à un dossier vraiment solide et crédible. Et pour ça, il y a 3 grandes manières de bétonner son niveau. La première, ce sont les certifications officielles. La deuxième, c'est l'expérience de terrain. Et la troisième, à laquelle on ne pense pas toujours, c'est son propre cursus académique. On regarde chacune d'entre elles. Alors là, c'est un peu le Graal de la preuve, une certification officielle comme le TOEFL, le TOEIC ou Cambridge. L'important, c'est d'être ultra précis. Le nom du test, le niveau CECRL correspondant, le score obtenu et l'année de passage. Là, il n'y a plus de débat possible, c'est factuel. La deuxième preuve, c'est l'expérience vécue. Un échange Erasmus, un job d'été ou un stage à l'étranger, ça montre que la langue a été pratiquée en conditions réelles, pas juste en classe. Et pour un jury, ça a une valeur immense. Et enfin, la troisième preuve qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est son propre parcours. Si une bonne partie des cours a été suivie dans une autre langue, il faut absolument le quantifier. Ça démontre une pratique académique régulière et un niveau suffisant pour réussir ses études. Allez, on termine avec une petite session rapide pour répondre aux questions que tout le monde se pose sur ce sujet. Première question très fréquente, est-ce que ça vaut le coup de mentionner le français sur son CV quand on postule en France? La réponse est simple. En France, non, ça n'a aucun intérêt, c'est implicite. Par contre, dès que le CV est destiné à l'international, c'est un grand oui, c'est même indispensable. Et la seule bonne façon de le faire, c'est d'écrire français, langue maternelle. Ah, autre grand débat, est-ce que regarder des séries en VO non-stop fait de quelqu'un une personne bilingue? La réponse est non, catégoriquement non. Le vrai bilinguisme, c'est une maîtrise professionnelle et académique de la langue. C'est être capable de travailler avec, de rédiger un rapport. Il vaut bien mieux utiliser les termes plus précis et honnêtes comme courant ou encore mieux se référer au niveau C1 du CECRL. C'est beaucoup plus crédible.
Et la question piège, que faire si on a un bon niveau mais zéro certification officielle pour le prouver? Dans ce cas, la meilleure stratégie, c'est l'honnêteté. On s'auto-évalue le plus objectivement possible avec la grille du CCER et on indique le niveau que l'on pense sincèrement avoir, par exemple B2. Mais il y a un mais. Il faut être prêt, lors d'un entretien, à ce que l'interlocuteur bascule soudainement dans la langue pour vérifier. Voilà, avec tout ça, on a normalement toutes les cartes en main pour que la section langue d'un CV devienne un véritable point fort. La question qui reste, c'est donc, est-ce que ce CV est maintenant vraiment prêt à convaincre, et ce, à l'échelle internationale?